cette grande édition d'information. Monsieur, dame, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. C'est une circulation fluide et des conducteurs totalement à l'aise au volant de leur voiture. Page inter de cette édition. Voilà Hugo Tchara. Issoufou Mamadou sur Voice of America. Au centre des échanges, l'appui que va apporter les États-Unis d'Amérique au Niger dans la lutte contre le terrorisme. Affaire bébé trafiquée, la société civile nigérienne brise le silence à travers une déclaration rendue publique ce matin. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Le président de la République, Issoufou Mahamadou, était hier l'invité de la chaîne américaine Voice of America. Au cours de cet entretien qui a duré un quart d'heure, le chef de l'État est revenu sur les points saillants du sommet États-Unis-Afrique, notamment la sécurité. Le Niger étant choisi parmi les 6 pays qui bénéficieront de l'appui des États-Unis d'Amérique. Issoufou Mahamadou plante le décor de la situation. Également dans ce sommet, si vous l'avez rappelé, c'est la sécurité. Le Niger a été choisi parmi 6 pays. Les Américains vont apporter une aide supplémentaire concernant la lutte contre le terrorisme. Le Niger en fait partie. En quoi cet engagement américain dans la lutte contre le terrorisme, notamment au Sahel, est-il important pour votre pays? D'abord, je crois que vous connaissez les menaces auxquelles nos pays sont exposés, les menaces terroristes, les menaces liées au crime organisé, les menaces aussi liées aux revendications identitaires. Et bon, de manière générale, en Afrique, il y a aussi la question de la gouvernance politique, économique, il y a des questions relatives à la pauvreté, aux inégalités. Tout ça, c'est autant de menaces. Et par rapport à toutes ces menaces, jusqu'ici, avec les États-Unis, on a eu à coopérer sur le plan sécuritaire. Les États-Unis ont soutenu notre pays sur le plan des renseignements. J'ai coutume de dire sont les renseignements qui nous sont donnés par nos amis américains et français. Nous sommes aveugles. Nous sommes aveugles et les États-Unis nous soutiennent également dans la formation. Vous savez, récemment, il y a eu d'ailleurs l'opération Flintlock qui s'est déroulée au Niger et qui a apporté une contribution extrêmement importante dans la formation de nos forces armées. Il n'y a pas que nos forces armées, il y a également d'autres pays qui ont été invités à participer à cette opération. Nos officiers sont formés également ici aux États-Unis. Donc, côté formation, les États-Unis contribuent beaucoup à nous aider, mais côté équipement également de nos forces de défense et de sécurité, les États-Unis jouent un rôle important. Alors cette coopération est très positive et très appréciée par les Nigériens et je suis heureux que le Niger ait été retenu parmi les 6 pays qui vont bénéficier dans un premier temps de l'initiative, de la nouvelle initiative du président Obama sur la gouvernance sécuritaire en Afrique. Bien sûr, cette initiative s'étendra progressivement aux autres pays. Pour l'instant, c'est 6 pays qui sont concernés. Le Niger, vous l'avez dit, le Nigeria, le Ghana, le Mali, ça c'est en Afrique de l'Ouest, au Maghreb et à la Tunisie. Et en Afrique de l'Est, il y a le Kenya. Je pense que c'est une initiative qui permet d'établir des relations stratégiques au plan de la sécurité, des relations globales, des relations stratégiques sur le long terme. Et ces relations vont porter sur les aspects que je viens d'évoquer, sur le renseignement, sur la formation, sur les équipements, y compris les équipements en matière d'infrastructures militaires à mettre en place. Parce qu'aujourd'hui, il est admis qu'investir dans la sécurité, ce n'est pas un gâchis. Il fut un temps où on pensait qu'investir dans la sécurité, c'est une mauvaise chose, c'est une perte d'argent. Aujourd'hui, on sait qu'il y a une liaison étroite entre sécurité et développement. Et investir dans la sécurité, c'est investir dans le développement. On a beaucoup parlé de la menace AQMI au Sahel, notamment au Niger. Qu'en est-il de la menace Boko Haram, puisque vous partagez une frontière commune avec le Nigeria? C'est vrai, dans la mesure où AQMI est présente à la frontière algéro-malienne,
cela constitue une menace pour le Niger. Mais sachez que le Niger, qui est entouré par des pays qui sont exposés à ces menaces-là, est un pays qui est en paix et en sécurité. Nous avons su, depuis 3 ans et demi que nous sommes en place, garder nos frontières et créer les conditions de la sécurité des personnes et des biens à l'intérieur de notre territoire. Je dis ça, c'est important d'insister. C'est à l'intention des investisseurs qui souhaitent venir investir au Niger, qui peuvent avoir des craintes. Ils ne doivent avoir aucune crainte. Le Niger a su créer les conditions de la sécurité sur son territoire. Entretien que vous suivrez d'ailleurs dans son intégralité en partie magazine de ce journal. Je le disais dans les titres, la société civile nigérienne sort de son silence par rapport à l'affaire dite des bébés importés. En effet, cette société civile a rendu public ce matin une déclaration à la maison des jeunes Yado Sekou de Niamey pour demander une sanction de la justice. Je vous propose de suivre un extrait de la déclaration lue ici par Abdou Lokoko, acteur de la société civile nigérienne. Aujourd'hui, samedi 9 août 2014, la société civile nigérienne a décidé de rompre le silence sur l'affaire dite des bébés importés et de montrer à la face du monde sa colère par rapport à un scandale moral et social insupportable. Fidèle à sa tradition de défendre les droits de l'homme, la dignité de l'être humain, la démocratie, le caractère républicain de l'État ainsi que l'égalité des citoyens devant la loi, tel que consacré par la Constitution de la 7e République, de même que tous les instruments juridiques internationaux ratifiés par notre pays, la société civile nigérienne, dis-je, a décidé de prendre ses responsabilités face à l'histoire et aux enjeux liés à cette scabreuse affaire. Aujourd'hui, l'ensemble des Nigériens vivent cette affaire comme une honte et comme une saleté sur nos valeurs morales et religieuses. Ceux qui ont organisé ou participé à l'organisation de telles pratiques ont violé et rompu les liens qui les unissent à tout ce que notre société a de plus cher, à savoir la sacralité de l'enfant qui est considéré dans toutes les sociétés humaines comme un don de Dieu et non un vulgaire bien marchand qu'on peut acheter au sud du Nigeria. Oui, l'enfant est un don de Dieu et il ne peut être acceptable qu'une société comme la nôtre soit complice par son silence ou sa tolérance d'un trafic qui porte sur l'achat d'êtres humains. Cette acquisition à titre onéreux d'êtres humains venant du Nigeria et conçue dans d'effroyables usines à bébés est certainement l'atteinte la plus cruelle aux droits humains et au caractère sacré de la famille. Devant une telle forfaiture, il faut que le bras implacable de la justice frappe, qu'il frappe sévèrement pour l'exemple et pour notre dignité, qu'il frappe tous les maris et toutes les femmes, ainsi que tous ceux qui ont participé à ce projet immonde. Le programme Produits Activités agricoles pour l'Afrique de l'Ouest, Niger, a initié ce matin à INRA un atelier de formation sur le système de riziculture intensive au profit des riziculteurs venus de diverses localités du Niger. Objectif, les outiller sur les techniques qui les permettront de mieux produire le riz. Isdor Banaba, Ibrahim Ide. 83 milliards, c'est la somme que l'État du Niger injecte annuellement dans l'importation du riz. La production locale ne couvre que 30% des besoins. Pourtant, des périmètres rizicoles existent. Et il suffit d'accompagner les riziculteurs pour que la production nationale, dans les années à venir, couvre les besoins des Nigériens. C'est dans ce sens que le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, PPAO, a initié cet atelier sur le système de la riziculture intensive. Objectif, armer les producteurs des techniques leur permettant de mieux produire du riz. Le système de riziculture intensive, SRI, est un système de culture qui a, au commencement, été expérimenté à Madagascar. L'augmentation de la productivité du riz, qui en découle de sa mise en œuvre, fait
qu'elle se répand de plus en plus dans beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest. Elle constitue actuellement pour le CNS-RI PPAO du Mali un axe privilégié autour duquel il veut regrouper les chercheurs, les producteurs et leurs encadreurs. L'atelier de formation que nous organisons aujourd'hui avec l'appui du PPAO Niger nous fera découvrir de nouvelles façons de produire le riz et qui vont être une véritable révolution dans ce que nous avons fait jusqu'à présent. Le programme PPAO qui soutient l'État du Niger a pour mission d'encourager et d'impulser les productions locales pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Le système de riziculture intensive apparaît comme un outil facilitant l'atteinte de cet objectif. Le SRI, dans sa mise en œuvre, se propose d'apporter des solutions à ces contraintes en augmentant le rendement chez les petits producteurs, en économisant jusqu'à 40% d'eau, en améliorant la structure des sols par l'apport de la matière organique, en réduisant l'utilisation des engrais chimiques, principalement les engrais azotés, en réduisant les coûts de production à l'hectare par rapport à la production de riz conventionnel, enfin, en augmentant les revenus par hectare. Venus des différentes localités du Niger, ces riziculteurs, à l'issue de cet atelier de formation, devraient être à mesure d'appliquer les techniques reçues afin de contribuer à la mise en œuvre effective de l'initiative 3N. Le collectif Tous Unis en faveur de la nutrition TUN a procédé hier matin à l'hôtel Univers de Niamey à l'ouverture d'une rencontre dont l'objectif est de faire le bilan des 2 années d'activité menées par le collectif TUN et passer également au renouvellement du bureau après 2 ans. Compte rendu Murtala Zouberou. Bilan des activités pendant ces 2 années d'exercice, passer au renouvellement du bureau de la coordination et faire la présentation des résultats de l'étude sur la stratégie des coûts de production des aliments thérapeutiques prêts à l'emploi ATPE. Tels sont les objectifs assignés à cette rencontre organisée par le collectif Tous Unis en faveur de la nutrition TUN, une organisation non gouvernementale qui a pour mission d'accompagner les efforts du gouvernement et de tous les acteurs de la lutte contre la faim et la malnutrition au Niger, à travers le plaidoyer de la coordination des actions de la société civile. Faut-il les rappeler? La rencontre d'aujourd'hui a pour objectif de faire le bilan des activités réalisées pendant les 2 années d'exercice du collectif TUN, mais aussi de renouveler notre bureau de coordination. Il s'agira donc pour nous de jeter un regard rétrospectif sur les 2 années, mais aussi et surtout de capitaliser l'expérience ainsi acquise pour réajuster notre action pour aller plus de l'avant. En plus de la discussion du bilan, la présente rencontre se penchera conformément aux dispositions statutaires de notre organisation au renouvellement du bureau de coordination. Après l'analyse du bilan qui a concerné les dispositions statutaires de l'organisation concernant le renouvellement du bureau de la coordination et les membres du collectif, les concernés sont passés au vote. À l'unanimité, le coordinateur, le secrétaire général ainsi que la secrétaire à l'information ont été reconduits pour un mandat de 2 ans. Une grande satisfaction pour le coordinateur. Je puis vous garantir que de notre part, avec mes collaborateurs, nous allons nous battre plus que d'habitude pour que, en tout cas, la voix de notre réseau, la voix de notre collectif Tous Unis pour la nutrition au Niger soit portée très haut. Je suis très satisfait des gens que j'ai vus autour de moi, des gens qui ont de solides expériences, des gens, je suis sûr, qui permettront au collectif Tous Unis pour la nutrition au Niger de faire un plaidoyer efficace pour la nutrition. En marge de cette cérémonie, un témoignage de satisfaction a été remis à la représentante du PAM pour la disponibilité de son accompagné du collectif TUN. Cette brève, avant de poursuivre cette édition, demain se réunira au Palais des Congrès de Niamey
le comité central du parti PNDS Taraya. À cette occasion, le comité exécutif du parti appelle tous les militants et militantes à se rendre massivement au palais des congrès. La suite donc de cette édition, la ministre de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant poursuit normalement sa tournée dans la ville de Niamey dans le cadre de l'évaluation de la campagne agro-silvo-pastorale et hydraulique. Hier, Dr Kadidiatou Dandobi était à Kongou-Gonga dans le 4e arrondissement communal de Niamey. Détail avec la télévision Dunia. Kongou-Gonga, localité située dans le 4e arrondissement communal de Niamey, 4e étape de la délégation conduite par la ministre de la Population, de la Protection de l'Enfant et de la Promotion de l'Enfant qui sillonne la ville de Niamey depuis le mardi 5 août dernier dans le cadre de l'évaluation de la campagne agro-silvo-pastorale et hydraulique. Les populations de Kongo-Gonga ont réservé un accueil chaleureux à la ministre et à sa délégation qui l'accompagne. Après, un grand meeting est organisé à l'honneur de la ministre. Meeting au cours duquel le maire de l'arrondissement communal Niamey 4 a pris la parole pour souhaiter la bienvenue à la délégation ministérielle. S'en est suivi les interventions des techniciens pour expliquer l'intérêt du présent déplacement de la ministre. Puis, le représentant des populations est intervenu pour exprimer leur gratitude et leur joie à travers ce déplacement qui témoigne de l'intérêt qu'accorde le gouvernement en ce qui concerne leurs préoccupations. Dr Kadidiatou Dandobi, en prenant la parole, a tout d'abord présenté les salutations du président de la République et du Premier ministre, chef du gouvernement, aux populations avant de leur briefer sur l'objet de sa mission qui consiste à évaluer la saison pluvieuse en cours afin de prendre toutes les dispositions possibles pour prévenir des éventuelles difficultés liées à une mauvaise répartition des pluies. C'est par cette cérémonie qui a pris fin sous une note de satisfaction que la ministre a pris congé de ses hôtes. Conférence de presse organisée hier après-midi par la société Solutions technologiques des transports du Bénin. Objectif, désengorger le port de la ville de Cotonou et gérer technologiquement le mouvement des camions au port de Cotonou. Issa Ibrahim. Société anonyme parrainée par le gouvernement béninois par décret pris en Conseil des ministres du 17 mars 2010, la Société de solutions technologiques des transports du Bénin, STTB-SA, est dotée des dernières technologies en matière de géolocalisation. Intégrée au port de Cotonou, elle garantit la bonne gestion des flux d'entrée et de sortie du port. Le premier niveau de sécurité dans l'enlèvement de la marchandise, c'est quel camion a enlevé la marchandise et comment retrouver le propriétaire de ce camion-là. N'importe quel moment, un camion qui enlève une marchandise, vous venez à STTB, on est en mesure de vous sortir là où se trouve le propriétaire, son nom, prénom, sa maison, toutes les informations d'identité reliées à ce propriétaire-là, ce camion-là. Quand les informations ne sont pas fournies, aucun camion ne peut venir enlever une marchandise. D'où la nécessité de cette carte-là. Premier niveau. Deuxième niveau de sécurité. Quand la marchandise doit être enlevée, toutes les formalités administratives et douanières sont finalisées. Et c'est lorsque ces formalités sont finalisées que le système STTB connecté aux autres systèmes reçoit le OK pour dire tel transitaire veut prendre telle marchandise. Et STTB est en mesure de vous dire toutes les informations sur ce transitaire-là qui annonce venir chercher telle marchandise. Deuxième niveau de sécurité. Donc, vous connaissez le camion, le transporteur, vous avez toutes les informations relatives au commissionnaire agréé en douane qui veut enlever la marchandise. Ça permet à l'importateur que vous êtes de suivre l'entrée du camion, sa sortie du port, sa mise en route jusqu'à destination, tous les points d'escale qu'il a fait, vous avez ça en temps réel. La STTB-SA
a pour expertise d'assurer la fluidité de la circulation, de la gestion informatisée du trafic et de la traçabilité par système satellitaire du flux routier, le tout via une interface web logée dans un centre de contrôle de Cotonou. Par ce centre, la STTB SA assure la traçabilité des matériels roulants, la visibilité du fret et la maîtrise des corridors en temps réel, quel que soit le lieu où le pays a moindre coût, notamment 10 000 francs TTC. Au port aujourd'hui, au port de Cotonou, qui veut en tant que transporteur? Pour entrer au port aujourd'hui, tout camionneur est obligé d'avoir sa carte d'entrée, ce que nous appelons carte d'accès. Et cette carte d'accès est plus ou moins la carte d'identité du camion. Cette carte que vous voyez, c'est attribué à un camion donné. Ça ne veut pas dire que tu as cette carte, tu peux l'utiliser à tous les camions, non. Tu as 10 camions, tu as 10 numéros, donc tu as 10 cartes aussi. Le coût automatiquement est réduit. Au lieu de payer des sommes exorbitantes pour pouvoir avoir accès à l'intérieur du port, aujourd'hui, c'est seulement 10 000 francs que le gouvernement béninois a exigé. Satisfaits de ce nouveau système, les importateurs et exportateurs des marchandises saluent cette avancée. Et c'est ce but que nous luttons pour avoir. Aujourd'hui, Dieu a fait que ce but est arrivé. Nous nous réjouissons de ce but et nous ferons que vous encourager et nous sommes fiers. La gestion du flux des camions par ce centre permettra de mieux maîtriser les corridors, de fournir en temps réel aux transporteurs des informations relatives à la localisation et au suivi de leurs camions depuis les parcs en passant par le port avec les opérateurs de chargement et de déchargement jusqu'à destination, supprimer les faux frais et surtout éradiquer la fraude et la corruption. Autre aspect de ce journal, le complexe Al-Fadi a servi de cadre ce matin à l'organisation d'un point de presse relatif aux préparatifs de la deuxième édition de Africa Mode qui se tiendra du 4 au 7 septembre 2014 à Niamey. Taïro Amadou y était, voici son compte rendu. Ce point de presse entre dans le cadre des préparatifs de la deuxième édition du Festival Africa Mode 2014 qui se tiendra du 4 au 7 septembre à Niamey. Un cadre propice pour développer le tourisme et permettre aux jeunes stylistes de se faire connaître et de faire découvrir leurs créations. L'objectif principal visé par cette deuxième édition est la lutte contre l'immigration clandestine des jeunes. Et nous allons également préparer une tenue, de tenue pour le vendredi du 5 plutôt, qui rendre hommage à la population nigérienne. Pourquoi ce concept de ces tenues-là? Je viens de le dire tout à l'heure. Le blanc signifie d'abord des symboles de la paix. C'est que je peux dire que ça fait partie du slogan du Niger. Et aussi pourquoi ces tenues-là? C'est vraiment, je dis aujourd'hui même, ils sont d'origine sénégalais, mais aujourd'hui le Nigérien. Donc la façon dont on a accueilli Ibou ici au Niger me fait énormément plaisir et ça me va vraiment droit au cœur. Donc ça fait très longtemps que je réfléchis, je ne sais pas vraiment comment rendre hommage à la population nigérienne parce que je ne suis pas un artiste chanteur. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire? Je suis un créateur. Les créativités que j'ai dans la tête, c'est de penser vraiment à la couleur nigérienne et rendre hommage à la population nigérienne. C'est pour ça ce tenue-là. L'objectif de Africa Mode et pourquoi Africa Mode, c'est quoi? C'est vraiment faire la promotion de nos marques et surtout les jeunes créateurs qui sont là au Niger. Et ça va nous permettre aussi de faire la connaissance d'autres créateurs qui sont dans les sous-régions. Et surtout, je le dis tout à l'heure pendant les conférences, notre objectif c'est quoi? Autant que les gens courent à Dubaï et Dakar ou Mali, etc. pour aller coudre. Notre souhait c'est de demain, c'est de leur voir eux de venir ici au Niger en courant pour venir consommer nos produits. 8 pays sont invités à prendre part à cette deuxième édition. Vous avez 8 pays qui sont quand même invités.
Vous avez le Burkina, le Mali, le Sénégal, la Guinée, la Côte d'Ivoire, et le Togo, le Bénin, etc. C'est permettre vraiment de consolider déjà les liens de fraternité qui existent entre les Nigériens pour permettre cette paix, qu'elle soit durable, qu'il y ait une stabilité sur tous les plans. Une manière de favoriser l'intégration africaine et la culture de la paix. Orange Niger a procédé ce matin au CEG Dar es Salaam de Niamey à une opération de plantation de plus de 200 plantes. Une cérémonie qui vient en réponse à l'appel lancé par les autorités actuelles à faire du Niger un pays vert. Compte rendu Omar Hamma et Sambo Zamon. Accompagner le gouvernement du Niger suite à l'appel lancé à l'occasion de la commémoration de la 39e édition de la fête de l'arbre, c'est l'objectif de cette opération de plantation d'arbres dans l'enceinte du CEG Dar es Salaam. Initiée par la compagnie de téléphonie mobile Orange Niger, cette vision qui cadre parfaitement avec la vision du ministère de l'Environnement a permis ainsi de planter environ 200 plants. On est au CEG Dar es Salaam ce matin pour une petite opération de plantation d'arbres. Petite comme ça, mais assez forte et grande d'envergure, parce que ça symbolise quand même toute la volonté d'Orange de faire de sa démarche d'entreprise, on va dire, responsable et verte, une réalité. Pourquoi? Parce que nous, dans la, on va dire, la foulée de l'engagement des autorités de la République, qui ont fait de cette semaine une semaine assez forte en termes d'environnement. Nous nous y associons pour montrer toute notre volonté aussi de dire qu'Orange est une entreprise responsable et verte. Pourquoi? Parce que sur l'ensemble, par exemple, du réseau Orange, aujourd'hui, 50% de nos installations techniques sont sous énergie solaire, c'est-à-dire de l'énergie propre. Et ça, notre volonté est évidemment, au fur et à mesure, d'aller beaucoup plus loin. L'objectif idéal étant que tout le réseau Orange soit totalement sous énergie solaire. Ce n'est pas le soleil qui manque au Niger, fort heureusement. Après, c'est des considérations techniques qu'il faut voir. Et en dehors de cela, nous avons aussi, il y a à peine 2 ans, lancé un projet qui permet de récupérer des téléphones usagés et de pouvoir les recycler. C'est aussi une volonté très forte de montrer jusqu'où notre engagement environnemental nous préoccupe au plus haut point. Planter un arbre, c'est un geste symbolique fort. Cette initiative de Orange Niger permettra de créer un environnement propice à la protection de l'environnement. Je suis très ravi d'obtenir à peu près 200 plants d'arbres de Orange Niger. Et cela s'inscrit dans le cadre de l'appel lancé par le président de la République dans l'optique d'un Niger vert. Et cela conformément, n'est-ce pas, aux initiatives des présidents d'Afrique qui ont voulu en fait, faire une muraille verte qui s'étend de la Mauritanie jusqu'à vers Djibouti. Donc certains pays comme la Mauritanie a déjà commencé et nous autres, nous sommes en train de leur emboîter le pas. Donc 200 plants d'arbres dans un établissement, c'est beaucoup de choses. Ça permet non seulement aux élèves, n'est-ce pas, de s'abriter à l'abri du vent, et également ça crée un environnement vraiment calme, paisible, où tout marche bien. Cette opération qui s'inscrit dans le cadre du développement durable permettra également de préparer les futurs cadres de notre pays à relever les défis écologiques du futur. Au regard donc de cette action, la compagnie Orange Niger traduit sa ferme volonté d'être une compagnie verte soucieuse du réchauffement climatique. Le volet reportage de cette édition porte sur le marché du bétail de Djoundjou, un des marchés les plus importants en matière de bétail dans le pays. Taïrou Amadou. Le marché de bétail de Djoundjou est l'un des marchés les plus importants du pays. Sa particularité est l'abondance du bétail.
Il constitue de par sa situation géographique un carrefour où viennent se ravitailler en bétail des Béninois, des Nigérians, des Ivoiriens, même des Camerounais. Dans ce marché, on trouve des petits et grands ruminants. Leur prix varie selon les temps. Sai a hankali kasuwa don yanda kasuwa gai akwai lokacin da tana iya ta wani gudanarsuwa akwai lokacin da ba ta gudanarsuwa. Gudanar sai sa jika 42. To da dama saboda lokaci in ya zo na ciniki ana iya ai ciniki tsawon sati kuma wani sati kana iske kuma babu ciniki. Récemment construit par un projet en vue de le rendre plus moderne, le marché de bétail de Gyungju est ravitaillé en bétail par d'autres importants marchés du Niger, à savoir le marché de Tera et de Baleyara. Le marché, effectivement, c'est un marché nourri. Parce que vous avez des gens qui quittent la zone de Tera, qui quittent Baleyara, qui viennent ici et passer au marché avec tout ce qu'ils ont amené. Et à partir de là, il y a ceux qui embarquent et il y a encore ceux qui continuent le trajet à pied. Comme le Nigeria n'est pas loin d'ici. C'est pourquoi d'ailleurs on a souhaité sa construction et ça a vu le jour. Ce marché de bétail contribue au développement économique et social de la commune de Gyungju et au-delà de toute la région. Le sumbala est un produit utilisé dans la préparation de certaines sauces ou dans la composition de la salade traditionnelle communément appelée kopto, un produit qui présente des vertus thérapeutiques pour l'organisme. Reportage Aoussi Abdraman, Seini Yaye. Appelé dosso-mari en germain, le sumbala est un produit essentiel qui entre dans la composition de certaines sauces traditionnelles africaines, telles la sauce à base de feuilles de baobab ou le gombo, ou encore la composition de la salade traditionnelle à base de feuilles de moringa qu'on appelle communément kopto. Le sumbala se présente souvent en farine ou en boule compacte. Et c'est ce dernier, c'est-à-dire en boule, qui est uniquement utilisé dans les sauces, à la différence de celui en farine qui peut être utilisé dans divers mets. Notre équipe a voulu connaître son historique, c'est-à-dire pourquoi ce produit tire son nom de dosso et quelles sont ses vertus. Une fabricante nous explique les différentes étapes et la durée de sa fabrication. Dans une conversation hors caméra, l'homme que nous avons voulu solliciter nous dit qu'on extrait de l'huile dans le sumbala et que ce produit présente des vertus thérapeutiques pour l'organisme. Comme annoncé, place à présent à la partie magazine de ce journal consacré à l'entretien qu'a accordé le président de la République, Issoufou Mahamadou, à la chaîne américaine Voice of America. Très bonne réception et au revoir. À tous, merci de votre fidélité à la Voix de l'Amérique. Nous avons le plaisir de recevoir ici à Washington, dans les studios de la VOA, le président nigérien Mahamadou Issoufou. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Alors vous étiez dans la capitale américaine pour le sommet historique États-Unis-Afrique. Ce sommet s'est achevé cette semaine. Quelles sont vos impressions? Que retenez-vous de ces rencontres? D'abord, je dois dire que le président Obama a pris une belle initiative en convoquant ce sommet États-Unis-Afrique. C'est pour la première fois et en cela le sommet est historique, effectivement. Il est historique aussi parce qu'on a eu à échanger, à discuter, à débattre sur des thèmes qui sont extrêmement importants pour les États-Unis et pour l'Afrique. C'est les questions relatives à la sécurité, à la paix et à la sécurité. C'est les questions relatives au développement, en particulier aux investissements en Afrique dans les infrastructures, notamment dans les infrastructures énergétiques. Je pense que c'est une belle initiative et le sommet a abouti à des conclusions extrêmement importantes pour les différents pays qui ont participé. Les autorités américaines ont annoncé leur volonté de renouveler l'AGOA qui doit expirer en 2015. En quoi cette loi américaine sur le commerce est-elle importante pour votre pays, le Niger? Cette loi est importante dans la mesure où
elle permet aux produits africains d'avoir accès au marché américain sans entrave, sans payer de tarifs douaniers. Maintenant, les efforts qu'il faut faire, c'est essayer de démanteler les obstacles non tarifaires, comme les questions relatives à la santé, les questions de manière générale non tarifaires. Et on se félicite de ce que le président Obama ait décidé de renouveler l'AGOA, puisque l'AGOA actuellement en cours se termine en 2015 et il est prévu qu'il soit prolongé d'une durée de 15 ans encore. Cela est important pour que les produits africains puissent accéder librement au marché américain. Mais ce qui est important aussi, c'est qu'il a été décidé que davantage d'investisseurs américains viennent produire en Afrique. Cela, me semble-t-il, permettra d'amplifier les échanges commerciaux entre l'Afrique et les États-Unis. L'un des points importants également dans ce sommet, si vous l'avez rappelé, c'est la sécurité. Le Niger a été choisi parmi 6 pays. Les Américains vont apporter une aide supplémentaire concernant la lutte contre le terrorisme. Le Niger en fait partie. En quoi cet engagement américain dans la lutte contre le terrorisme, notamment au Sahel, est-il important pour votre pays? D'abord, je crois que vous connaissez les menaces auxquelles nos pays sont exposés, les menaces terroristes, les menaces liées au crime organisé, les menaces aussi liées aux revendications identitaires. Et bon, de manière générale, en Afrique, il y a aussi la question de la gouvernance politique, économique. Il y a des questions relatives à la pauvreté, aux inégalités. Tout ça, c'est autant de menaces. Et par rapport à toutes ces menaces, jusqu'ici, avec les États-Unis, on a eu à coopérer sur le plan sécuritaire. Les États-Unis ont soutenu notre pays sur le plan des renseignements. J'ai coutume de dire, sans les renseignements qui nous sont donnés par nos amis américains et français, nous sommes aveugles. Nous sommes aveugles et les États-Unis nous soutiennent également dans la formation. Vous savez, récemment, il y a eu d'ailleurs l'opération Flintlock qui s'est déroulée au Niger et qui a apporté une contribution extrêmement importante dans la formation de nos forces armées. Il n'y a pas que nos forces armées, il y a également d'autres pays qui ont été invités à participer à cette opération. Nos officiers sont formés également ici aux États-Unis. Donc, côté formation, les États-Unis contribuent beaucoup à nous aider, mais côté équipement également de nos forces de défense et de sécurité, les États-Unis jouent un rôle important. Alors, cette coopération est très positive et très appréciée par les Nigériens et je suis heureux que le Niger ait été retenu parmi les 6 pays qui vont bénéficier dans un premier temps de l'initiative, de la nouvelle initiative du président Obama sur la gouvernance sécuritaire en Afrique. Bien sûr, cette initiative s'étendra progressivement aux autres pays. Pour l'instant, c'est 6 pays qui sont concernés. Le Niger, vous l'avez dit, le Nigeria, le Ghana, le Mali, ça c'est en Afrique de l'Ouest, au Maghreb et à la Tunisie. Et en Afrique de l'Est, il y a le Kenya. Je pense que c'est une initiative qui permet d'établir des relations stratégiques au plan de la sécurité, des relations globales, des relations stratégiques sur le long terme. Et ces relations vont porter sur les aspects que je viens d'évoquer, sur le renseignement, sur la formation, sur les équipements, y compris les équipements en matière d'infrastructures militaires à mettre en place. Parce qu'aujourd'hui, il est admis qu'investir dans la sécurité, ce n'est pas un gâchis. Il fut un temps où on pensait qu'investir dans la sécurité, c'est une mauvaise chose, c'est une perte d'argent. Aujourd'hui, on sait qu'il y a une liaison étroite entre sécurité et développement. Et investir dans la sécurité, c'est investir dans le développement. On a beaucoup parlé de la menace AQMI au Sahel, notamment au Niger. Qu'en est-il de la menace Boko Haram, puisque vous partagez une frontière commune avec le Nigeria? C'est vrai, dans la mesure où AQMI est présente à la frontière algéro-malienne, cela constitue une menace pour le Niger. Mais sachez que le Niger, qui est entouré par des pays qui sont exposés à ces menaces-là, est un pays qui est en paix et en sécurité. Nous avons su, depuis 3 ans et demi que nous sommes en place, garder nos frontières et créer les conditions de la sécurité des personnes et des biens à l'intérieur de notre
territoire. Je dis ça, c'est important d'insister. C'est à l'intention des investisseurs qui souhaitent venir investir au Niger, qui peuvent avoir des craintes. Ils ne doivent avoir aucune crainte. Le Niger a su créer les conditions de la sécurité sur son territoire. Maintenant, vous me parlez de Boko Haram. Je disais que le Niger est dans un triangle dont un des sommets est la Libye, le deuxième sommet le Mali et le troisième sommet le Nigeria avec Boko Haram. Pour Boko Haram, nous sommes concertés au niveau des pays du bassin du lac Tchad depuis 2012 déjà, et nous avons décidé de mettre en place une force multinationale avec la contribution de l'ensemble des pays du bassin du lac Tchad, le Niger, le Nigeria, le Cameroun. Chacun s'est engagé à donner un bataillon pour pouvoir mettre en place une force multinationale afin de faire face à la menace de Boko Haram. Et il y a eu un sommet à Paris, le sommet de Paris. Il y a eu des réunions à Londres pour que ces concertations aboutissent à la mise en place d'une mutualisation des capacités de renseignement et des capacités opérationnelles de différents pays. C'est ce qui est en cours actuellement. Mais est-ce que, par exemple, êtes-vous au courant, y a-t-il des membres nigériens de Boko Haram? Je n'ai pas d'informations sur la présence de membres nigériens de Boko Haram, mais nous restons vigilants. En tout cas, côté Niger, nous avons suffisamment renforcé notre présence dans la région qui est frontalière de l'État de Bornou, de l'État du Yobe, de l'État d'Adamawa, où la présence de Boko Haram est importante. Nous avons pris beaucoup de dispositions pour renforcer nos capacités de renseignement et nos capacités opérationnelles, notamment dans la zone. Vous avez beaucoup parlé de la Libye. N'y a-t-il pas un paradoxe dans votre position? Vous demandez une plus forte intervention de la communauté internationale, mais pas une intervention militaire. Est-ce conciliable? Il n'y a pas de paradoxe. D'abord, s'agissant de la Libye, je voudrais rappeler ici qu'à l'occasion du sommet du G8 qui a eu lieu à Deauville en 2011, j'avais prévenu qu'on courait vers une situation extrêmement difficile en Libye. J'avais dit qu'il fallait faire attention, il ne faut pas que la solution qu'on veut mettre en place en Libye soit pire que le mal. Et pire que le mal, je voulais dire par là, il fallait faire attention que la Libye ne se somalise pas. Il fallait faire attention également que le pouvoir en Libye ne tombe pas entre les mains d'intégristes, entre les mains de salafistes. Aujourd'hui, nous avons une situation extrêmement compliquée en Libye. Et moi, nous, on est de ceux qui pensent qu'il faut, premièrement, neutraliser les milices qui sont en rivalité, qui s'affrontent en Libye et qui affrontent également le pouvoir central en Libye. Et il faut aussi mettre en place une réconciliation, y compris avec les kadhafistes. Et enfin, il faut, comme vous l'avez rappelé, envoyer une force internationale. Donc vous êtes pour l'envoi d'une force internationale? Si les Libyens le souhaitent, il me semble que cela sera d'une grande utilité que soit envoyée une force internationale. Maintenant, sous quelle forme cela prendra, c'est des modalités qu'il va falloir examiner. Vous avez parlé de la coopération militaire avec les États-Unis. Il y a évidemment un grand partenaire pour vous également, c'est la France, et notamment l'opération Barkhane, avec Niamey comme l'une des bases principales. Certains ont pu parler de néocolonialisme avec évidemment la présence française militaire au Niger et également les contrats d'uranium avec Areva. Quelle est votre réponse? Écoutez, ça peut donner cette impression. Je regrette que 50 ans après nos indépendances, qu'on ne soit pas capable d'assurer notre sécurité. Et nous sommes aujourd'hui à l'état des rapports de force qui existent à l'intérieur de nos pays entre nos forces armées et les terroristes, le crime organisé. Nous avons besoin de coopérer avec ceux qui ont les moyens, ceux qui ont les moyens de renseignement, ceux qui ont les équipements, et ceux qui ont les moyens de renseignement et les équipements, c'est les pays que vous venez de citer, la France notamment, les États-Unis. Et je vous donne un exemple, c'est l'exemple du Mali. Sans l'intervention Serval, on n'aurait pas contenu l'avancée des djihadistes sur Bamako. Si la France n'était pas intervenue au mois de janvier 2013, aujourd'hui, les terroristes seraient à Bamako et peut-être à Niamey et peut-être à Abidjan, à Dakar, etc. Donc, personne ne doit nier l'utilité de la coopération
entre nos pays, sur le plan sécuritaire j'entends, entre nos pays et la France et les États-Unis. Cette opération Serval a été très bénéfique, a permis d'affaiblir les terroristes au nord Mali, mais ces terroristes ne sont pas vaincus. Les menaces existent. Pour certains d'entre eux, ils sont allés se réfugier en Libye. Et vous avez évoqué la menace de Boko Haram. Donc les menaces sont présentes. Nous avons encore besoin de coopérer. Et c'est pour cela que nous saluons cette opération Barkhane qui a été décidée par la France. Pour revenir sur les relations franco-nigériennes, il y a évidemment cet accord avec Areva, un partenariat que vous souhaitiez gagnant-gagnant, vous souhaitiez améliorer les rentrées fiscales pour l'État nigérien, mais le site d'Imouranem est encore reporté au niveau de son exploitation. N'est-ce pas là l'une des carences de ce renouvellement du contrat? Il n'y a pas de carence. Le contrat que nous avons conclu, négocié avec Areva pendant des mois, est un contrat équilibré. C'est un contrat qui améliore les recettes du Niger dans la mesure où les conditions fiscales dans lesquelles les sociétés qui existent vont continuer à exploiter l'uranium sont plus favorables au Niger que les conditions précédentes, parce que les conditions précédentes sont celles du Code minier de 1993, alors que les conditions actuelles, c'est celles du Code minier de 2006. Mais en ce qui concerne Imouraren, vous savez, on n'exploite pas une mine pour l'exploiter. On exploite une mine pour pouvoir réaliser des profits. Or, aujourd'hui, depuis les accidents de Fukushima, vous le savez, le marché de l'uranium est déprimé. Les cours de l'uranium ont baissé, les prix ont baissé sur le marché mondial. Nous n'allons pas mettre sur le marché une nouvelle production qui va encore déprimer le marché et qui reviendrait, en fin de compte, pour les Nigériens, à brader leurs ressources naturelles. Nous n'avons pas à brader nos ressources naturelles. Nous allons attendre jusqu'à ce que le marché s'améliore. En ce moment-là, nous pourrons mettre en production Imouraren et créer les conditions pour que le Niger puisse profiter au maximum de ses ressources naturelles. Lors de la visite de François Hollande à Niamey, il y avait eu des arrestations très brèves de membres de la société civile qui voulaient manifester. Il y a eu également auparavant des arrestations de certains journalistes. Certains dénoncent un climat délétère au Niger. Que répondez-vous? Il n'y a pas de climat délétère au Niger. Le Niger est un pays démocratique. Regardez le classement du Niger du point de vue de la liberté de la presse. Vous allez vous en convaincre. Le Niger est un des pays les plus libres d'Afrique. C'est un des pays les plus libres du monde. Et d'ailleurs, dans le classement des Reporters sans frontières, du point de vue de la liberté de la presse, tenez-vous bien, on est classé avant les États-Unis. Et avant les États-Unis, avant la France. Des incidents du style de ceux que vous venez d'évoquer peuvent arriver dans une démocratie, dans n'importe quelle démocratie. Et tout dépend de l'appréciation du contexte. Si une manifestation doit perturber l'ordre public dans n'importe quelle démocratie, on l'interdit. D'ailleurs, pendant que le président Hollande était à Niamey, il y a eu des tentatives de manifestation à Paris sur le problème israélo-palestinien. Les manifestations ont été interdites en France. Aux États-Unis, ça vous arrive aussi d'interdire des manifestations. Donc, cela ne veut pas dire le fait que les événements auxquels vous faites allusion ne veulent pas dire qu'il n'y a pas de démocratie au Niger. Au contraire, la démocratie existe au Niger. Il y a une vitalité de la démocratie au Niger. Et je suis de ceux qui pensent que, par exemple, et c'est ce que je disais tout à l'heure, qu'il n'y a pas de moyen terme entre la totale liberté de la presse et la licence. Il n'y a pas de juste milieu. Ou bien la presse est libre, ou bien elle ne l'est pas. Et bien au Niger, la presse est libre. Et au-delà de la presse, la société nigérienne est libre. Quand prendrez-vous votre décision concernant votre réélection et la candidature? Alors ça ne me préoccupe pas, ce n'est pas ma priorité. Ma priorité, c'est de continuer à mettre en œuvre le programme sur la base duquel j'ai été élu il y a 3 ans et demi. Vous connaissez bien ce programme auquel les Nigériens ont adhéré. C'est continuer à assurer la sécurité des Nigériens, des frontières, surtout qu'on est entouré de pas mal de menaces. C'est renforcer la démocratie, c'est au centre de mes préoccupations pour avoir des institutions démocratiques fortes. C'est ce que disait Obama d'ailleurs à l'occasion de sa visite à Dakar. C'est travailler pour équiper le pays en infrastructure, en route, chemin de fer, infrastructure énergétique. Beaucoup de choses
a été fait dans ce domaine. Il y a le barrage de Kandaji qui est en cours de réalisation. Je viens de lancer une centrale thermique au charbon de 600 MW. Je viens de lancer également le train, le rail entre Niamey et Bamako. Ça sera toute la boucle qui va être réalisée, Cotonou, Niamey, Ouagadougou, Abidjan. Je suis en train de réussir l'initiative 3N. Les Nigériens nourrissent les Nigériens. Je suis en train de chercher à créer les conditions pour que davantage d'enfants nigériens aillent à l'école, et notamment les jeunes filles. Je crée les conditions également pour que les Nigériens soient soignés et accès à l'eau potable et des emplois. Voilà ce qui me préoccupe. Ce n'est pas les élections de 2016 qui me préoccupent. Monsieur le Président, merci beaucoup. Je vous en prie. L'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire est né de la fusion de 4 ex-grandes écoles que sont